monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Partout dans le monde, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres, la violence, on la croise partout et tout le temps. Mais elle varie selon le contexte social, économique, culturel et politique. Ses conséquences sont désastreuses sur la santé physique et mentale des victimes, souvent, très souvent, des femmes et des filles. Aujourd'hui, le monde réagit et des forces se regroupent de plus en plus pour mettre un terme à la violence faite aux femmes. Comment y faire face? Et connaît-il de la législation au niveau européen, mais aussi international? Pour en parler, j'ai invité Maria Gabriel, députée au Parlement européen et coordinatrice au sein de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. Madame Gabriel, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Le Parlement européen a consacré l'édition 2014 de la Journée internationale de la femme pour la prévention de la violence faite aux femmes. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de violences en Europe et dans le monde. Je ne dirais pas qu'il y a de plus en plus de violences faites aux femmes. Je dirais d'une part qu'il est nécessaire d'adresser sérieusement ce problème. C'est pour cela qu'il nous faut de plus en plus une prise de conscience. En consacrant la Journée internationale de la femme aux problèmes liés aux violences faites aux femmes, le Parlement européen participe à cette prise de conscience. Aujourd'hui, il est nécessaire d'élever la voix, y compris à la place des victimes qui le plus souvent n'ont pas le courage d'en parler, ne serait-ce que d'en parler, en leur proposant des alternatives. C'est pour cela que nous avons mis l'accent sur la prévention, les campagnes d'information, mais aussi de clairement dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe est inadmissible. 33% des femmes en Europe, 62 millions de femmes ont subi une violence physique et ou sexuelle après l'âge de 15 ans. Inadmissible. Donc aujourd'hui, nous disons clairement qu'il est nécessaire d'adresser ce problème parce qu'en mettant fin aux violences faites aux femmes, nous participons à une meilleure prise de conscience quant à la défense des droits de l'homme parce que je ne me fatiguerai pas de le répéter, les droits des femmes, c'est les droits de l'homme et les droits de l'homme, c'est la démocratie. Donc tant que les violences faites aux femmes existent, nous ne pouvons pas avoir notre démocratie qui nous est si chère. Et il faut absolument impliquer les hommes d'abord. Exactement. Il faudrait aujourd'hui que les hommes deviennent les premiers défenseurs des femmes. Et d'ailleurs, je me réjouis dans ce sens parce que nous avons d'une part les organisations internationales, type l'ONU Femmes, qui essayent maintenant de promouvoir par le biais de certaines personnalités hommes l'importance du sujet. Mais aussi de notre côté, du côté européen, nous avons la même initiative ensemble avec l'Institut européen pour l'égalité de genre. Donc j'ai été très contente d'écouter Madame Langbach, la directrice, qui dit que maintenant il y aura une campagne où des hommes, des personnalités vont prendre la défense des droits des femmes. Il nous faut cela. Sans qu'on se batte ensemble, hommes et femmes, nous ne pouvons pas faire évaluer les mentalités, nous ne pouvons pas combattre les stéréotypes et les clichés et au final, nous ne pouvons pas proposer des vrais projets de vie face aux victimes. Alors, au Parlement européen, justement, quelles sont les mesures les plus importantes qui ont été prises durant ces 5 dernières années? Je crois qu'en premier, il faudrait dire clairement que ces dernières 5 années, le Parlement européen a été vraiment à l'avant-garde quant à mettre le sujet sur les droits des femmes, les violences faites aux femmes dans l'agenda, dans l'ordre du jour. Nous n'avons pas arrêté d'en parler, d'avoir de nombreux débats, des conférences, des différents types de public hearings que nous avons organisés. Ensuite, il y a le travail législatif. Donc, le travail législatif, pour moi, se concentre dans plusieurs lignes. En premier, nous avons un rapport que nous avons adopté et qui est lié aux stéréotypes. C'est toujours nécessaire de continuer à œuvrer à ce qu'il n'y ait pas cette séparation rôle de la femme, rôle de l'homme, à ce qu'il y ait plus de compréhension. Ça permettra d'évoluer les mentalités. Mais un autre point très important, c'est la directive qui établit des standards minimaux quant à la protection des victimes. Avec la création de l'ordre européen, nous avons permis maintenant
à chaque victime, lorsqu'elle se déplace à l'intérieur de l'Union européenne, dans un autre État membre que là où elle a eu son procès, de pouvoir bénéficier de la même protection. Je pense que nous avons émis un signal très fort. Qui plus est, nous avons adopté très récemment un rapport d'initiative sur les violences faites aux femmes. Et dans ce rapport, nous avons été clairs. Nous avons besoin d'un acte législatif européen qui condamne clairement les violences faites aux femmes comme un acte criminel. Et pour cela, pourquoi ne pas utiliser la clause passerelle? Qu'est-ce qu'on dit par la clause passerelle? C'est de permettre à ce qu'on échappe à la règle de l'unanimité et par le biais d'une majorité qualifiée de pouvoir avancer dans ce domaine. Parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir ce type de mécanismes qui permettront de prendre une politique au niveau européen. Aujourd'hui, c'est plus que nécessaire. Donc, tout au long de ces 5 dernières années, le Parlement a mis à l'ordre du jour le problème lié aux violences faites aux femmes, a eu des propositions, y compris par le biais d'un acte législatif européen, et a adopté des solutions pour la protection des victimes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore une lourde tâche de penser au même moment, en même temps, à la prévention, à l'assistance des victimes et à leur proposer des projets de vie. Et vous pensez que les lois existantes aujourd'hui sont suffisantes, les lois qui donc protègent les victimes de la violence? Je pense que si les lois existaient, on ne serait pas confronté à la situation qui est la suivante. Aujourd'hui, nous avons un cadre juridique pour les violences faites aux femmes, c'est la Convention d'Istanbul. Comment répondre à la question que cette convention n'est toujours pas ratifiée par les États membres de l'Union européenne? Nous avons pour le moment seulement 8 États qui l'ont ratifiée, parmi lesquels 4 États membres, et il nous faut 10 pour qu'elle puisse entrer en vigueur. C'est dans cette convention que nous avons justement cette cohérence des différentes politiques nationales qui devront être mises en œuvre pour parvenir à notre objectif commun qui est l'éradication des violences faites aux femmes. Donc ne serait-ce que par cet exemple, nous avons clairement ici la preuve qu'aujourd'hui les législations nationales ne prennent pas suffisamment en compte les souffrances des victimes, ne prennent pas suffisamment en compte le travail qui est fait, y compris par les ONG, et ne prennent pas encore en compte la nécessité d'avoir des instruments politiques communs au niveau européen, mais aussi avec une responsabilité particulière au niveau local et national. Madame Gabriel, 7 femmes par jour meurent par le fait de la violence. Je vous propose de regarder ce reportage, plutôt quelques réactions de vos collègues, des députés européennes, et puis on revient à notre entretien. 7 femmes par jour en Europe. 7 femmes par jour en Europe perdent la vie des suites des violences conjugales. Ça demande une vraie mobilisation à tous les étages. Le Parlement européen, la Commission européenne, les États membres, la justice, l'information, l'éducation. C'est tout ça à la fois. Mais c'est possible. Parce qu'en Europe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il manque encore de bonnes législations pour vraiment rendre justice aux femmes qui sont victimes et embrasser, je dirais, le problème de façon globale. Madame Gabriel, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Changer les mentalités, ou plutôt changer la portée politique des lois en vigueur aujourd'hui pour lutter contre la violence faite aux femmes? Nous savons que le changement des mentalités prend plus de temps. Parfois, par le biais du changement des institutions et par le biais du changement d'attitude des décideurs politiques, nous pouvons accélérer le processus de changement de mentalité. Donc aujourd'hui, le défi est celui-là, effectivement, d'avoir des politiques qui posent clairement sur table le problème, mais proposent aussi des solutions. Et d'autre part, d'avoir des décideurs politiques qui ont la volonté de promouvoir ces politiques, mais surtout de veiller à leur mise en œuvre. Donc je pense qu'à partir du moment où nous avons réuni ces 2 éléments, il sera plus facile de faire évoluer les mentalités aussi. Faire évoluer les mentalités en Europe, mais aussi dans le reste du monde, et particulièrement avec les voisins les plus directs, c'est-à-dire la Méditerranée du Sud. Qu'en est-il de la coopération dans ce domaine entre les femmes européennes et les femmes sud-méditerranéennes? Mais je pense que nous ne devons pas perdre de vue qu'il s'agit d'un de nos partenaires stratégiques, la Méditerranée, d'autant plus que lorsqu'on parle des femmes, il suffit à chaque fois de rappeler le rôle actif que jouent les femmes dans tout processus politique, économique et social dans ces pays. Nous avons vu leur rôle lors du printemps arabe,
Nous avons toujours en tête leur volonté de défendre les droits des femmes, leur envie d'avoir des projets qui permettront de faire évoluer la société, d'avoir un développement pas seulement social mais aussi économique et politique. Et pour cela, l'Union européenne a plusieurs instruments. Celui qui reste l'instrument principal, évidemment, c'est l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Il permet à ce qu'il y ait des associations, notamment au niveau local, qui peuvent mieux œuvrer à la formation des femmes. Il est nécessaire aujourd'hui de continuer à avoir des programmes qui permettent à ce que des femmes suivent des formations pour avoir plus de confiance en elles-mêmes. Parce qu'avant de devenir décideur politique, il est nécessaire que les réseaux des femmes soient renforcés. Cela ne manque souvent comme femmes. Il est nécessaire d'œuvrer aussi à l'approfondissement de l'expertise de ces femmes. Et l'Union européenne le fait par le biais de différents financements. Force est néanmoins de constater que lorsqu'on discute des documents stratégiques, ce n'est pas un sujet qui ressort parmi les priorités. Peut-être, on peut dire aujourd'hui que cette thématique souffre de son approche. L'approche que l'Union européenne applique pour les droits des femmes, c'est une approche transversale, c'est une méthode intégrée, c'est-à-dire de prendre en compte cet aspect dans toute politique que l'Union entretient avec ces pays. Mais on s'aperçoit qu'en ayant cette approche transversale, souvent elle reste inaperçue. Donc peut-être il faudrait bien réfléchir à ce qu'il y ait un équilibre, d'avoir clairement des priorités, et je vous donne des exemples. Pourquoi avec ces pays on n'identifie pas un programme type le programme Daphné 3 en Europe? C'est un programme symbolique pour l'Union européenne. Toutes les ONG connaissent ce programme. Je suis fière qu'au Parlement européen on s'est battu pour le maintien de ce programme dans la prochaine période. Et en même temps, évidemment, de ne pas perdre de vue que de manière transversale, le sujet se doit d'être posé à l'ordre du jour. Mais il est nécessaire aujourd'hui de trouver un équilibre parce que ce qui souffre au final, c'est d'une part la visibilité de l'apport de l'Union en tant que soutien à ces femmes, et d'autre part, je pense que l'activité elle-même des femmes dans la Méditerranée n'arrive pas à avoir la grande valeur ajoutée qu'elle mérite. J'espère que ce début de lancement de Nicia TV va permettre justement de donner davantage de visibilité aux acteurs qui œuvrent à éradiquer la violence faite aux femmes, pas seulement en Europe et dans le monde arabe, mais dans le monde entier. Et en parlant du monde entier, l'ONU aussi, elle a tendance à s'engager de plus en plus fort. Mais il y a la problématique de financement. On ne sait pas. On n'arrive pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, d'avoir une vraie stratégie ou une vraie politique de financement dans ce domaine. Vous ne pensez pas qu'on est en train de se disperser? Je ne pense pas qu'on est en train de disperser. Plutôt, il nous faut concentrer nos efforts pour qu'il y ait plus de transparence et plus de clarté quant à la distribution des fonds. Parce que d'une part, l'Union européenne contribue par le biais de différents financements. L'ONU Femmes fait énormément aussi. C'est assez récent, le partenariat que nous avons depuis avril 2012. Donc c'est maintenant plutôt le moment, je vois plutôt le temps actuel non pas comme un temps de dispersion, mais comme un temps de réflexion approfondie pour mieux nous concentrer et atteindre nos objectifs communs. Parce qu'au final, ce qui nous réunit avec toutes ces organisations internationales ou régionales, c'est que nous avons les mêmes objectifs. Il suffit aujourd'hui de joindre nos forces et nos moyens financiers pour pouvoir y mieux parvenir. Et c'est ça le grand défi aujourd'hui. Une dernière question, Madame Gabriel. L'éradication de la violence, c'est un rêve lointain? L'éradication des violences faites aux femmes est aujourd'hui une question de défendre la démocratie. Plus vite on mettra fin aux violences faites aux femmes, plus rapidement nous allons pouvoir le dire avec fierté que nous avons des régimes démocratiques dans lesquels la valeur fondamentale, le respect des droits de l'homme, forme de nous une communauté qui partage et des valeurs, et des politiques, et des objectifs. Madame Gabriel, merci d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez toujours nous suivre donc sur Nicia TV, en français, en arabe et en anglais. Au revoir.